En 22 ans, je leur ai fait économiser 3,2 millions de dollars et mon nom ne figurait même pas dans le rapport. Je suis entré dans le bureau de mon patron et je lui ai remis ma démission. Il est devenu pâle comme du béton et a demandé, c'est une sorte de blague. J'ai déité, vous verrez, vous auriez dû voir le visage de Kevin Morrison quand je lui ai remis la lettre. Il est devenu pâle comme du béton frais, et sa voix déraillait, un peu comme celle de mon fils à l'adolescence. Il a vraiment dit, est-ce une sorte de plaisanterie? Comme si mon silence des 3 dernières semaines n'était pas une réponse suffisante. Mais laissez-moi revenir un peu en arrière. Je m'appelle Scott Patterson, j'ai 47 ans, et je dirige les opérations chez Patterson Manufacturing depuis 22 ans. J'ai commencé à l'atelier, j'ai gravi les échelons, survécu à 3 changements de propriétaire, et à plus de coupes budgétaires que je ne souhaite compter. Mon histoire est différente, car il ne s'agit pas seulement d'un gars qui se fait avoir. Il s'agit de ce qui se passe quand la loyauté se heurte à l'indifférence, et que l'expérience est jetée aux ordures, tout comme les rapports de production de la veille. La salle de conférence sentait encore le café brûlé et la moquette industrielle quand j'ai cliqué sur ma dernière diapositive. Projet terminé, économie de coûts verrouillée à 3,2 millions de dollars par an, efficacité de la production en hausse de 35%, et chaque étape franchie en avance sur le calendrier. J'ai regardé autour de la table, comme je le faisais toujours. Des directeurs à moitié réveillés qui sirotaient leur café, 2 vice-présidents qui faisaient défiler leur téléphone, et Kevin, notre PDG, qui tenait la cour comme une sorte d'empereur de la manufacture. Il n'a même pas touché à la présentation imprimée que j'avais préparée. Il a juste hoché la tête une fois, marmonné quelque chose à propos d'une bonne dynamique, et est passé directement aux prévisions trimestrielles. Pas de questions, pas de commentaires, pas de « bien joué, Scott ». Juste un « super équipe décontractée ». Voilà à quoi ressemble la manipulation psychologique d'entreprise quand elle porte un polo et un pantalon kaki. Pendant 18 mois, j'avais porté cette refonte de l'efficacité à bout de bras. La reconstruction de la chaîne d'approvisionnement, la consolidation des fournisseurs, 2 lignes de production défaillantes maintenues ensemble grâce aux heures supplémentaires et à mes week-ends. J'ai dirigé les renouvellements de contrats automobiles tout en formant 3 nouveaux superviseurs, et en documentant chaque processus défaillant laissé par le gars précédent. Quand l'équipement tombait en panne, je le réparais. Quand les clients menaçaient de retirer leur contrat, je les calmais. Quand les chiffres ne collaient pas, je les faisais fonctionner moi-même. Et maintenant, mon nom ne figurait même pas dans le résumé exécutif. J'ai vérifié le document après, dans les toilettes. Ils avaient listé l'équipe du projet comme une simple puce sous « améliorations opérationnelles ». Je n'étais même pas cette puce. Après la réunion, j'ai croisé Kevin dans le couloir. Il n'a pas cherché le contact visuel, il a juste dit « on fera un point le trimestre prochain ». Ouais, bien sûr. Et il a continué à marcher comme si j'étais un rappel de calendrier qu'il avait déjà reporté 2 fois. Je n'ai pas répondu, car le fichier était déjà enregistré sur mon bureau, dernier-avis-revu-par-juridique.pdf. Daté, signé, relu 3 fois. Je l'avais préparé la semaine suivant son absence à notre entretien mensuel, juste après qu'il ait envoyé un email à toute l'entreprise pour remercier tout le monde du succès du projet, en mentionnant chaque chef de département, sauf le mien. Je n'avais pas besoin de vengeance. J'avais besoin de tourner la page. Une rupture nette, professionnelle, conforme au RH, et un lieu de travail qui remarquerait réellement quand quelqu'un leur fait économiser des millions. Les fissures ont commencé à se former juste là, dans ce moment de couloir. Vous pouviez sentir le changement, comme quand quelqu'un sait qu'une tempête arrive mais pense qu'il contrôle encore la météo. Ils ne savaient pas que je parlais déjà à des chasseurs de tête, que j'examinais déjà des offres de 2 entreprises concurrentes, et que je consultais déjà mon avocat au sujet des clauses de non-concurrence. Ils pensaient que je ferais ce que je faisais toujours, sourire poliment, encaisser l'affront, et redoubler d'efforts au travail jusqu'à ce que je m'épuise à nouveau. Mais cette fois, je ne restais pas assez longtemps pour devenir un compte d'avertissement pour le prochain gars. Et la meilleure partie? Ils n'ont rien vu venir. Je leur ai donné 3 semaines complètes, soit 21 jours ouvrables, en comptant le vendredi où Kevin est parti tôt pour sa retraite exécutive, qui impliquait d'une manière ou d'une autre du bourbon et un accident de voiturette de golf. Chaque jour, j'attendais le ping du calendrier, l'email, l'invitation au café, n'importe quoi pour signaler que la direction voyait le travail que j'avais fait, comprenait le poids que j'avais porté, et prévoyait de le reconnaître. Au lieu de cela, j'ai eu des hochements de tête. Des hochements de tête professionnels,
comme ceux que vous donnez aux gars qui livrent votre courrier. Au 15e jour, j'ai vérifié ma fiche de paie. Pas d'ajustement, pas de bonus, pas même une prime ponctuelle. Juste le même chiffre à côté de mon nom, comme si de rien n'était. Comme si je n'avais pas réussi un projet d'efficacité 0 défaut de trimestre avant la date prévue. Comme si je n'avais pas sauvé 2 comptes automobiles majeurs d'un départ certain, avec un simple appel le week-end qui a duré plus longtemps que la capacité d'attention de Kevin. L'ambiance à l'atelier a commencé à changer. Les conversations basculaient quand je passais. Pas parce qu'on parlait de moi, mais parce qu'on ne parlait pas de moi. C'est la partie qu'on ne vous dit pas sur l'invisibilité au travail. Cela ne ressemble pas toujours à un exil. Parfois, on a l'impression d'être un fantôme. Morrison, l'assistante de Kevin, a posé la question qui me rongeait depuis des semaines, des nouvelles sur le calendrier de promotion post-projet? Elle a à peine levé les yeux de son ordinateur. Il a dit qu'il reviendrait là-dessus le trimestre prochain. Le trimestre prochain? Dans 3 mois? Après le prochain lancement de produits que je ne dirigerai pas? Comme pour dire nous espérons que vous abandonnerez tranquillement? J'ai hoché la tête, dit merci comme un bon soldat, et je suis retourné à mon bureau. Puis j'ai ouvert le dossier intitulé Quand ils ne le font pas. À l'intérieur se trouvait le PDF. Je l'avais écrit le soir où j'avais tiré les rapports finaux des coûts. Cher Kevin, je tiens à vous remercier pour les opportunités que j'ai eues au cours des 22 dernières années. Tout était très propre, très correct. Les RH auraient eu besoin d'une loupe pour trouver quoi que ce soit de non professionnel. Mais ensuite, juste au-dessus de ma signature, j'ai ajouté une ligne que je n'avais pas incluse auparavant, bonne chance pour la prochaine initiative d'efficacité. Je l'ai lu 3 fois, j'ai souri une fois, puis j'ai appuyé sur imprimer. Il y a un calme dont les gens parlent après les décisions majeures. C'est ce que j'ai ressenti. Pas une tempête, pas de drame, juste le silence qui prenait enfin tout son sens. Je ne démissionnais pas par colère. J'avais fini parce qu'ils avaient rendu ma contribution facultative, parce que j'avais réalisé que je pouvais être essentiel et invisible en même temps. Et un travail essentiel sans reconnaissance, c'est juste du consulting non rémunéré. Le nom du fichier n'avait pas changé depuis que je l'avais enregistré pour la première fois, dernier-avis-revue-par-juridique.pdf. Et maintenant, il était temps de le livrer. Kevin prenait toujours son café à 8h45, réglé comme une horloge. Un nuage de lait, de sucre, dans la tasse de l'entreprise qu'il avait héritée du PDG précédent avant qu'il ne l'envoie au conseil stratégique. Il aimait la routine. Il aimait le contrôle. Il aimait l'illusion d'être un leader que les gens respectaient sans avoir besoin de le mériter. Alors ce mardi matin, pendant qu'il remuait sa tasse avec ce même petit mouvement de poignet suffisant, je suis entré dans son bureau et j'ai posé l'enveloppe sur son bureau. Pas de discours, pas de drame, juste une phrase, vous voudrez lire ceci avant la réunion de production. Ses yeux ont basculé de l'enveloppe à moi, puis en arrière. Il a plissé les yeux comme si je venais de lui remettre une convocation au tribunal. Je n'ai pas attendu. Je me suis retourné, je suis sorti de son bureau, et j'ai laissé le silence me suivre dans le couloir comme une ombre que je n'avais plus besoin de porter. La porte a cliqué derrière moi. Un temps d'arrêt. Puis, attends, c'est une blague. Ça y était. La fissure dans la performance. Sa voix était assez forte pour rebondir sur les cloisons vitrées. Je ne me suis pas arrêté, je n'ai pas bronché, j'ai juste continué à passer devant le stagiaire qui faisait semblant de ne pas écouter, devant le responsable RH dont les yeux ont brièvement croisé les miens. Mon badge a bipé au scanner de sortie juste au moment où les pas de Kevin frappaient la moquette derrière moi. Je n'ai pas regardé en arrière parce que la décision n'était pas sujette à discussion. Ce n'était pas une négociation. C'était une conclusion qu'il n'avait pas mérité le droit de retarder. Dans mon camion, j'ai vérifié mon téléphone pour m'assurer que la copie que j'avais envoyée par email au RH était bien partie. C'était le cas. Objet, avis formel, Scott Patterson. Pièce jointe, dernier-avis-revue-par-juridique.pdf. Et à l'intérieur de ce fichier, dans le dernier paragraphe, juste après avoir remercié l'équipe pour les opportunités d'apprentissage, se trouvait une ligne qui allait faire sombrer la journée de Kevin dans le chaos, conformément à la politique de l'entreprise. Je ne transférerai pas les connaissances institutionnelles au-delà du préavis standard de 2 semaines. Tout le travail est documenté. Je ne leur devais rien de plus que ça. J'étais déjà resté tard quand personne ne me le demandait.
J'avais déjà formé des superviseurs alors que mon propre titre restait gelé. J'avais déjà réparé ce que d'autres avaient cassé, sans crédit ni compensation. Maintenant, ils allaient obtenir exactement ce qu'ils donnaient, le minimum requis. En sortant du parking, j'ai entendu mon téléphone vibrer d'appels manqués. Trop tard. Ils pensaient que je serais reconnaissant pour des miettes, loyal malgré la négligence, patient jusqu'au prochain cycle budgétaire. Ils avaient oublié qui avait construit les systèmes sur lesquels ils se tenaient. Et ils étaient sur le point de découvrir ce qui se passe quand les fondations s'en vont. Dès jeudi, ils étaient déjà en train de paniquer. J'ai reçu le premier SMS à 9h15 de quelqu'un de l'équipe de production. « Et Scott, tu aurais la dernière feuille de calcul des contacts fournisseurs ? Il manque quelque chose dans le changement de série. La documentation semble incomplète. » Je n'ai pas répondu. Mon téléphone recevait encore des notifications, mais seulement parce que je n'avais pas encore pris la peine de les désactiver. Je les ai regardés s'empiler comme des signaux de panique numérique. 35 messages non lus en moins de 2 heures. L'ironie ? La plupart de ces gens ne m'avaient pas contacté directement depuis des mois. Mais maintenant, avec Kevin tournant dans son fauteuil de direction comme un père de banlieue essayant de réparer une imprimante pendant les playoffs, j'étais soudainement redevenu essentiel. Trop tard. Ils ont essayé de reproduire mes protocoles d'efficacité en utilisant un manuel de formation vieux d'1 an que quelqu'un avait trouvé dans les archives. Il était obsolète avant même d'être imprimé. La matrice des fournisseurs qu'ils utilisaient faisait encore référence à des fournisseurs que j'avais remplacés il y a 8 mois. Le système de suivi des coûts, que j'avais construit sur mesure avec 3 niveaux d'approbation et des rapports automatisés, ne fonctionnait pas correctement parce que, surprise, il fallait que quelqu'un ait les données réelles en main. Dans l'après-midi, j'ai eu le coup de grâce. Une capture d'écran de Ryan Foster, le jeune superviseur que je mentorais. Elle provenait du chat de l'équipe de production. L'un des nouveaux avait posté « Quelqu'un sait où se trouve réellement le calendrier de maintenance ? Le manuel indique le dossier M7 mais je ne trouve pas l'accès. M7. Le pauvre gosse. M7 était un raccourci pour la 7e erreur de Morrison, ma blague privée après avoir passé un week-end à démêler le gâchis laissé par le consultant en efficacité précédent de Kevin, avant qu'il ne saute vers cette start-up logistique vouée à l'échec. Le dossier n'était étiqueté M7 nulle part. Il était niché sous ancien protocole backup V2 dans un répertoire crypté que je maintenais localement. Bien sûr qu'il ne pouvait pas le trouver. Bien sûr que personne ne s'en souvenait, car quand vous êtes celui qui rattrape toujours les pièces qui tombent, les gens oublient que la gravité existe. Et pourtant, je suis resté silencieux. Pas de réponse, pas de sauvetage. Pas parce que je voulais qu'ils échouent, mais parce que le silence est une forme de réponse en soi. Le genre que vous choisissez quand votre travail est loué en privé et oublié en public. Le genre qui dit, si vous n'appréciez le moteur que lorsqu'il s'arrête de tourner, vous n'avez jamais mérité le mécanicien. La directrice des opérations, COO, a envoyé une invitation à une réunion ce soir-là, 15 minutes pour discuter des protocoles de transition. J'ai refusé. Je n'avais rien à discuter. J'avais déjà construit les systèmes. Il réalisait tout juste ce qui se passe quand la seule personne qui savait comment tout était connecté finit par lâcher prise. L'appel de direction du vendredi avait déjà 25 minutes de retard quand Kevin a enfin rejoint la réunion. Sa cravate était de travers, probablement à cause de la précipitation, et sa vidéo n'arrêtait pas de couper, comme si même Zoom ne voulait pas avoir affaire à lui. Quelqu'un a essayé de briser la tension avec une blague sur la loi de Murphy. Personne n'a ri. Le rapport de production qu'il partageait à l'écran avait l'air faux. Les métriques étaient obsolètes, les taux d'efficacité n'avaient aucun sens, et 2 initiatives majeures, la préparation de l'audit du 4e trimestre et la transition des fournisseurs, avaient tout simplement disparu. Comme si personne ne lui avait jamais dit qu'elles existaient. Sauf que je l'avais fait, à plusieurs reprises, dans des réunions, dans des emails, dans la présentation que j'avais donnée il y a 3 semaines. La même présentation qu'il avait survolée une fois avant de dire « super effort d'équipe » et de passer au point suivant de son ordre du jour. Maintenant, il était là, prétendant être le capitaine du navire tout en agitant une vieille carte et en espérant que personne ne remarquerait que nous avions déjà dévié de notre course. Puis vint le moment fatidique. La CO s'est penchée en avant lors de l'appel, sa voix comme de l'acier enveloppé dans du velours. « Kevin, je regarde le tableau de bord et je ne vois pas les mesures d'efficacité mises à jour pour la refonte de la fabrication. Où sont-elles enregistrées ?» Kevin a cligné des yeux, a cliqué un peu partout,
s'est agité sur sa chaise. Ça devrait être dans le dossier du projet, a-t-il dit, essayant de paraître décontracté. Ce n'était pas le cas. Parce qu'il n'y avait pas de dossier de projet unique, parce que ce dossier avait vécu sur mon disque local crypté, mis à jour chaque semaine, compilé chaque mois, et synchronisé avec le serveur sécurisé que moi seul maintenais. Un disque que j'avais nettoyé au moment où mon badge a été désactivé, conformément au protocole de l'entreprise. Les systèmes maintenus personnellement, les bases de données, les outils et les archives locales doivent être supprimés ou formellement transférés avant le départ. J'avais fait les deux, minutieusement et dans les règles de l'art. Mais Kevin n'avait pas lu le manuel. Il survolait les résumés, déléguait les détails, et supposait que le dossier réapparaîtrait par magie comme il l'avait toujours fait. Que je le ferais. Il a bégayé quelque chose à propos d'un suivi plus tard, a essayé de pivoter vers les projections du trimestre prochain, mais le mal était fait. Le silence lors de cet appel n'était pas une attente polie. C'était un silence de prise de décision. Je n'étais pas là, mais j'en ai entendu parler dans l'heure. Ryan m'a envoyé un SMS, bordel, qu'est-ce que tu leur as laissé? Kevin est en train de fondre un plomb. Je n'ai pas répondu. Pas par suffisance, mais parce qu'il n'y avait plus rien à dire. Rien qui n'ait déjà été documenté, sauvegardé, transféré correctement et signé. Plus tard ce soir-là, j'ai reçu un email formel du service juridique, « Bonjour Scott, juste pour confirmer que vous avez supprimé tous les systèmes maintenus personnellement lors de votre départ, conformément à la politique de l'entreprise. » J'ai répondu 10 minutes plus tard, « Oui, selon le protocole de départ standard. Faites-moi savoir si vous avez besoin de la liste de contrôle de conformité. » Pas de point d'exclamation, pas de smiley, juste l'enregistrement clair d'un homme qui avait fait son travail, documenté son œuvre, et était parti avant que la pourriture ne puisse le réclamer lui aussi. Parce que le silence n'est pas toujours l'absence de son. Parfois, c'est la preuve que vous avez déjà dit tout ce qui comptait, assez fort la première fois. Le lundi matin a commencé avec une alerte à l'échelle du système qu'il pensait n'être qu'un bug, jusqu'à ce que chaque tentative d'exécuter le rapport d'efficacité mensuel échoue. Échec complet. Les systèmes automatisés ont calé à 12%, les journaux de production se sont figés, et à 8h30, le directeur de l'usine recevait des appels furieux de 3 gros clients demandant où était leur confirmation de livraison. Il s'avère que lorsque vous videz un système d'efficacité construit par une seule personne et que vous n'apprenez jamais comment il fonctionne réellement, il a tendance à mordre en retour. Les identifiants d'accès avaient expiré pendant le week-end. Il supposait un renouvellement automatique parce que tout fonctionnait simplement avant. Mais le renouvellement automatique n'était pas automatique. Il était déclenché manuellement chaque dimanche soir par un script sécurisé que j'avais construit lors de la crise des fournisseurs l'année dernière. Une crise que j'avais résolue en travaillant 3 week-ends consécutifs, une crise que Kevin n'avait même jamais reconnue. Donc, sans le déclencheur de renouvellement, toute la chaîne d'authentification s'est effondrée. Puis vint le vrai chaos. Les contrats des fournisseurs, disparus. Pas manquants, juste pas là où ils pensaient qu'ils seraient. Parce que quelqu'un, probablement paniqué plus tôt cette semaine-là, avait réorganisé les fichiers partagés sans comprendre ce que la moitié d'entre eux faisaient. J'avais tout étiqueté clairement, mais quand vous pensez que la EFE de l'organisation va s'occuper de votre réflexion, même un dossier appelé ne-pas-déplacer-fournisseur semble facultatif. Et puis, comme si le système voulait marquer le coup, le suivi automatisé de l'efficacité a exécuté sa mise à jour programmée du week-end. Il s'est planté de façon spectaculaire parce que le script faisait toujours référence à mes identifiants d'utilisateurs, ceux que j'avais désactivés au moment où ma démission est devenue effective. Les tickets d'assistance ont afflué dès 9h45, internes, externes, interdépartementaux. Même le directeur de l'usine a appelé Kevin directement, demandant si l'ensemble du système de suivi de la production était compromis. Kevin, naturellement, a essayé de tout outrepasser manuellement. C'est là qu'il a rencontré le mur de sécurité que j'avais construit de mes propres mains. La commande de forçage a échoué. Le système a renvoyé un message magnifique et brutal, utilisateur S. Patterson résilié. Réinitialisation administrative requise. Ce message est resté là sur son écran comme le fantôme de toutes les fois où ils avaient pris mon travail pour acquis. La réinitialisation administrative avait été mon idée, quelque chose que je m'étais battu pour mettre en œuvre après qu'un entrepreneur ait failli supprimer des données de production en direct avec une commande imprudente. Je les avais avertis que contourner les protocoles de sécurité n'était pas seulement risqué, c'était de la négligence.
Kevin avait qualifié cela d'exagéré, mais l'avait approuvé quand même parce que la compagnie d'assurance avait aimé la façon dont je l'avais expliqué lors de l'audit de sécurité. Maintenant, il était verrouillé hors de son propre système par un protocole de sécurité qu'il n'avait jamais compris, construit par un homme qu'il avait oublié de remercier. Et je n'étais pas là pour regarder ça brûler. Est-ce que j'ai célébré? Non. J'ai versé mon café, je me suis assis sur ma terrasse arrière, et j'ai regardé le brouillard du matin rouler sur le quartier. Quelque part dans cette usine, les gens paniquaient. Les cadres appelaient depuis leur lieu de vacances. Les ingénieurs essayaient de faire de l'ingénierie inverse sur des systèmes construits à partir de 22 ans d'expérience et de résolution de problèmes le week-end. Tout ce à quoi je pouvais penser était, c'est le son des conséquences qui résonnent dans un bâtiment qui avait l'habitude d'ignorer ma voix. Pas de colère, pas de vengeance. Juste de l'ingénierie faisant ce pourquoi elle a été conçue, se protéger de la négligence, même si cela signifiait se protéger d'eux. Le mardi matin a apporté un appel d'un numéro que je ne reconnaissais pas, mais je savais qui c'était. Les RH. Son ton était prudent, presque désolé, comme si elle avait tiré la courte paille en sortant mon dossier. Bonjour Scott, Kevin aimerait vous parler. Il espère que vous envisageriez de revenir temporairement, juste pour aider à fluidifier la transition. J'ai souri dans mon café. J'apprécie l'appel, ai-je dit. Mais j'ai déjà transitionné tout ce qui m'appartenait. Tout est documenté. Elle s'est raclé la gorge. Il espère un accompagnement pratique. Peut-être juste une semaine ou deux. Bien sûr qu'il l'espérait. Parce que maintenant l'usine saignait et les pansements ne tenaient pas. Parce qu'ils avaient réalisé que l'effort d'équipe ne signifie pas grand-chose quand personne dans l'équipe ne sait où les fils se connectent. Parce que soudainement, l'homme dont ils avaient oublié d'inclure le nom dans le résumé était le seul à pouvoir expliquer comment ne pas couler le navire. Je ne suis pas disponible pour ça, ai-je dit. Je suis parti proprement, à l'heure, et selon les règles. Il y a eu une pause. Envisageriez-vous un arrangement de consultant? Quelques heures plus tard, Kevin lui-même a appelé. Sa voix était trop enjouée, comme un vendeur qui sait qu'il a déjà perdu. Et Scott, content qu'on puisse se connecter. Écoute, je pense qu'on est parti du mauvais pied après le projet. J'aimerais te faire revenir pour quelques semaines, juste pour aider l'équipe à se situer. Je peux t'offrir une augmentation de 25%. Je n'ai rien dit. Il a rempli le silence. D'accord, 40% et un titre de directeur. Entièrement à distance, tu serais de retour dans le système cet après-midi. J'ai laissé l'offre flotter là, puis j'ai répondu platement, Kevin, ça n'a jamais été une question d'argent. Silence. Vous avez raté le moment, ai-je continué. Pas le paiement, le moment. Il a essayé de pivoter. Il a parlé de reconstruire la confiance, de contributions précieuses, de vision à long terme. C'est là que je l'ai coupé. Vous vous souvenez de la documentation sur l'efficacité, ai-je demandé. Bien sûr. Elle était dans le système partagé que je vous ai transféré il y a 4 semaines. Vous avez supprimé mon accès le jour même où j'ai soumis mon préavis. Donc les protocoles fournisseurs, les calendriers de maintenance, les algorithmes de suivi des coûts, ils sont tous dans ce système. Une autre pause, plus longue cette fois. Ce que j'entendais dans son silence n'était pas de la colère. C'était la réalisation creuse que l'effondrement n'était pas accidentel. C'était structurel, bâti sur ses choix. Je vois, a-t-il finalement dit. Je n'ai pas proposé de réparer quoi que ce soit. Je n'ai pas proposé d'aider. Je ne lui devais rien. J'avais tout fait correctement, donné mon préavis, documenté les processus, déposé des rapports propres, supprimé les systèmes personnels, signalé les risques, même offert un soutien à la transition avant de partir. Et ils avaient quand même choisi de me rendre invisible. Maintenant, ils s'étouffaient avec les conséquences de leur propre aveuglement et espéraient que je serais assez sentimental pour les en sauver. Mais je n'étais pas sentimental. J'étais libre. Et Kevin apprenait à la dure ce qui se passe quand l'homme qui faisait tourner la machine décide qu'il n'est plus intéressé par l'entretien de pièces qui ne lui ont jamais donné de crédit. Refus net. Pas de seconde chance, et pas de tarif de consultant pour réparer son ego. J'aurais pu les laisser s'autodétruire complètement, les laisser se débrouiller avec des recherches Google et des manuels obsolètes. Mais je ne l'ai pas fait. Pas parce que je leur devais quoi que ce soit, mais parce que Ryan Foster méritait mieux. Ryan avait été mon ombre pendant 2 ans. Il arrivait tout droit de l'université communautaire,
vert comme l'herbe d'été mais 2 fois plus avide d'apprendre. Il posait les bonnes questions, restait tard pour comprendre comment je construisais les calendriers de maintenance, prenait des notes comme s'il savait que chaque détail pourrait compter un jour. Je lui avais appris plus que ce que n'importe quel manuel de superviseur ne couvrait. Comment construire des systèmes discrètement? Comment défendre son travail sans paraître défensif? Comment documenter pour un futur dont on ne ferait peut-être pas partie? Quand la poussière est retombée après mon départ, il était le seul nom que je leur ai donné. Je savais qu'il l'appellerait. Je savais aussi que Ryan ne dirait pas simplement oui. Avant d'accepter leur offre, il m'a envoyé par SMS le projet de contrat qu'ils avaient proposé. Ça a l'air standard, lui ai-je dit. Trop de responsabilités, trop peu d'autorité. Il a appelé ce soir-là. Ils me veulent comme responsable des opérations par intérim. Contrat de 6 mois. Kevin dit qu'il est ouvert à la négociation des termes. Alors je l'ai coaché. Je lui ai dit exactement quoi exiger. Contrat à durée déterminée, pas de clause de prolongation sauf s'il l'initie. Autorité de signature sur les décisions des fournisseurs. Double accès sur tous les systèmes critiques. Métrique de performance liée à ses recommandations, pas aux problèmes hérités. Et une clause garantissant une attribution complète dans tous les résultats publiés. Oui, même les petits caractères. Il a réécrit leur offre à partir de zéro et l'a fait glisser sur leur table de conférence comme un homme qui connaissait sa valeur. Ils l'ont signé le lendemain. Juste comme ça, Ryan est entré dans ce bâtiment non pas comme un remplaçant désespéré, mais comme la seule personne qui pouvait démêler le gâchis dont Kevin prétendait qu'il n'existait pas. Lors de son premier jour, il m'a envoyé un SMS, « Ça te dérange si j'utilise ton modèle de maintenance ?» J'ai répondu, « Utilise tout. Mets juste ton nom dessus. » Il a répondu, « Comment devrais-je appeler le nouveau système ?» Le tien, lui ai-je dit. Je ne lui ai donné qu'un seul vrai conseil après ça, n'attends jamais la reconnaissance. Construis ton levier, puis utilise-le quand ça compte. Sinon, ils te garderont en arrière-plan jusqu'à ce qu'ils aient besoin de quelqu'un à blâmer. Il a compris. Ryan n'allait pas commettre la même erreur que moi, en supposant que la loyauté serait remboursée ou que la direction finirait par remarquer la personne qui maintenait tout ensemble. L'ironie? Kevin siège maintenant aux réunions de production que Ryan dirige. Il se montre avec sa caméra éteinte, micro coupé, prétendant contribuer pendant que Ryan fait ce que j'avais l'habitude de faire, mais cette fois avec une véritable autorité décisionnelle. Ryan m'a dit que Kevin n'avait pas interrompu une seule réunion. Pas depuis le jour où Ryan a ouvert avec « Nous utiliserons les protocoles Patterson comme base jusqu'à nouvel ordre ». Il ne l'a pas dit comme un hommage. Il l'a dit comme une pratique standard. Et honnêtement, c'est tout ce que j'ai jamais voulu. Pas d'éloge, pas de cérémonie, juste que le travail survive, même si mon nom ne survit pas. Un mois après que tout se soit calmé, j'ai reçu un message LinkedIn. Au milieu d'un mercredi, le genre d'après-midi calme où l'on n'attend rien d'intéressant. C'était de Nicole Cooper, une ancienne collègue qui s'occupait du contrôle qualité avant qu'il n'externalise la moitié de son département et appelle ça d'optimisation opérationnelle. Le message disait juste, Kevin a été déplacé aux projets spéciaux. Ils appellent ça une opportunité latérale. J'ai fixé l'écran une seconde, puis j'ai fermé l'application. Pas besoin de répondre. Projets spéciaux. Traduction, il a été mis sur la touche. Il garderait son salaire, peut-être même son bureau, mais personne ne l'écouterait plus jamais. Il l'avait garé dans un coin du purgatoire corporatif jusqu'à ce qu'il prenne sa retraite ou démissionne. C'est l'équivalent commercial du banc de pénalité pour les cadres qui ont volé trop près des incendies qu'ils prétendaient irréels. Et honnêtement, c'était logique. Pendant ce temps, le projet d'efficacité pour lequel j'avais saigné, celui qui a été lancé proprement et en dessous du budget avec des économies de coûts qui ont fait sourire les comptables du conseil d'administration, figure maintenant fièrement sur le site web de l'entreprise. Transformation opérationnelle innovante. Modèle d'efficacité évolutif. Un seul nom est listé sous la direction du projet, Ryan Foster. Je n'ai pas bronché. Il l'a mérité. Il savait ce que ça coûtait, il savait combien de nuits j'avais passé à reconstruire les flux de travail à partir de zéro parce que les systèmes existants continuaient d'échouer chaque fois que quelqu'un les regardait de travers. Il était là quand je restais tard pour guider les agents de conformité à travers une documentation qu'ils ne pouvaient pas comprendre. Il était là. Il l'a vu. Donc s'ils doivent mettre le nom de quelqu'un sur la plaque, je suis content que ce soit le sien.
Quant à moi, je travaille depuis un bureau à domicile maintenant. Principalement du conseil en opération freelance, quelques audits d'efficacité, quelques conceptions de systèmes pour des fabricants de taille moyenne qui se souviennent encore comment dire merci sans avoir besoin d'une résolution du conseil d'administration. Pas de politique de bureau, pas de badge à passer frénétiquement, pas besoin de faire semblant de s'intéresser aux histoires de pêche du week-end de Kevin avec ses copains de fac. Juste du vrai travail, du vrai respect, une vraie rémunération. Je suis mes heures, j'envoie mes factures, je suis payé, je passe à autre chose. Parfois, je repense encore à ce moment où j'ai imprimé la lettre de démission. Comment je l'ai sentie dans mes mains. Finale, propre, légère. Je n'avais pas besoin d'applaudissements. Je n'avais pas besoin d'un bureau d'angle ou d'un titre qui sonnait important lors des dîners mondains. J'avais juste besoin d'un moment où le choix m'appartenait. Parce que quand ce moment est passé, moi aussi je suis passé à autre chose. Ces jours-ci, je me réveille quand je le veux. Je travaille avec des gens qui apprécient ce que j'apporte à la table. Mon tarif de consultant est le triple de ce qu'ils avaient l'habitude de me payer, et personne ne remet en question si je le mérite. Et pour la première fois en 22 ans, je n'attends plus que quelqu'un d'autre décide de ma valeur. Ça a fait toute la différence.